Bonsoir à tous et merci d'être présents ce soir pour cette conférence qui tombe de manière tout à fait opportune. Je voyais tout à l'heure en venant une annonce sur le fil Information du Monde dans lequel, selon Donald Trump, l'Iran est pressé de voir le détroit d'Ormuz s'ouvrir. Donc, affaire à suivre, mais grâce à notre conférencier Sylvain Gaillot, on va tout apprendre sur la question. Et il y a un an, lorsqu'on avait réfléchi donc à la conférence, on n'avait pas évidemment idée de ce qui allait se passer avec l'administration du président Trump. Donc, comme je le disais, la conférence tombe vraiment à point nommé. Et Sylvain Gaillot nous vient donc de la région parisienne où il enseigne, au lycée Lucie Aubrac de Courbevoie, si je ne me trompe pas. Voilà. Et il a le grand mérite d'avoir rédigé une thèse très belle, très longue, monumentale, de 900 pages, rien que pour le texte, qu'il a soutenu ici à l'Université Rennes 2 sous la direction de Hélène Arter et de Sébastien Yves Laurent, qui est un de ses anciens professeurs à l'Université de Bordeaux, parce qu'à l'origine, je crois que Sylvain vient de Bordeaux, enfin de la région bordelaise. Voilà. Donc vous savez à peu près tout et maintenant je vais céder la parole donc à Sylvain qui va nous présenter tout cela pendant 45-50 minutes et à l'issue, comme à l'accoutumée, à l'issue de la conférence, on pourra prendre les questions que vous souhaitez. Donc merci à tous, merci à Sylvain. Merci, cher Gildas, puisque vous m'avez contraint à vous appeler par votre prénom. On va inaugurer la chose aujourd'hui. Et merci beaucoup pour cette invitation. Gildas Lauguer a eu le grand mérite de présider mon jury de thèse. C'est la raison pour laquelle il est encore ému de l'amplitude de la chose. La quantité y était, la qualité, je ne sais pas, mais bon, il se trouve que je suis, grâce à son enthousiasme, devenu docteur. Je tiens à remercier également Virginia pour son accueil et pour sa grande générosité. Je suis très honoré d'être ici ce soir. Effectivement, ça ne pouvait pas particulièrement mieux tomber. Vous avez suivi l'actualité américaine et vous savez que le roi Charles III est en ce moment aux États-Unis pour essayer de panser les plaies d'une relation spéciale un peu éprouvée ces derniers temps et d'autant plus éprouvée par la guerre qui s'est déclenchée par les frappes américaines du 28 février. J'ai eu l'impression un peu de revivre ma thèse, en fait, avec 40 ans de décalage, pour un certain nombre de raisons. Et vous allez voir que c'est un petit peu ce que je vais vous dire ce soir, tant les choses se mettent en lien, se mettent en place 40 ans plus tard, 40 ans après une révolution islamique qui avait abouti à la chute d'un régime et à l'avènement d'un autre. Donc, quand on entend un président menacé de bombarder une civilisation tout entière, vous avez son tweet sous les yeux, pour la renvoyer à l'âge de pierre, là où elle est censée appartenir, on a du mal à concevoir que les États-Unis et l'Iran ont pu avoir par le passé des relations qui reposaient sur la confiance. Au-delà de la normalité constituée par l'actuelle administration américaine, la férocité des tensions en cours invite cependant à un retour sur le temps long de ce qu'un chercheur américain avait appelé dès les années 1980 la tragédie des relations entre les États-Unis et l'Iran. C'est donc dans ce voyage des vicissitudes de liens entre deux anciens partenaires devenus aujourd'hui des ennemis intimes que je vous invite ce soir. Je les ai découvertes, ces relations, au fil des recherches qui m'ont conduit donc à soutenir une thèse de doctorat à l'université Rennes 2 devant un jury, du coup, présidé par Gildas, qui m'a fait l'honneur de m'inviter à vous parler ce soir, le jour même d'ailleurs de la soutenance pour mémoire. Cette thèse a voulu en fait déconstruire l'idée de relation spéciale entre le Royaume-Uni et les États-Unis en le confrontant à l'épreuve de la révolution islamique. Donc je tiens à clarifier une chose pour ne pas qu'il y ait tromperie sur la marchandise. Je ne suis pas techniquement un spécialiste de l'Iran. Je ne suis, pour tout vous dire, même pas persanophone, donc je ne lis pas le farsi. Je ne suis jamais allé en Iran. J'ai découvert l'Iran à ma table de travail parce que ce qui m'intéressait, c'était en utilisant un cas d'application qui se trouve être l'année 1978 et la décennie Khomeini jusqu'en 1988,
je voulais déconstruire cette fameuse relation spéciale entre le Royaume-Uni et les États-Unis en la passant au prisme d'une épreuve qui correspondait à la vie politique des deux pays, qui avait correspondu également à une tradition en termes de politique étrangère sur laquelle je vais revenir un petit peu ce soir. Ma thèse a conclu sur la dimension, somme toute, très opportuniste d'une idée qui était souvent mise en avant par l'un des alliés afin de mieux mobiliser l'autre à son propre avantage. On a vu encore récemment à quel point Washington pouvait aujourd'hui invoquer cette relation spéciale pour déplorer le peu de soutien que Londres a manifesté vis-à-vis de la guerre engagée par Washington vis-à-vis de l'Iran. Vous vous rappelez sans doute cette phrase de Donald Trump, Keir Starmer is no Winston Churchill. On a vraiment ce retour de ce discours à la fois chez les Britanniques et chez les Américains, du reste, dans une optique de mobiliser ce partenaire. Au-delà de ça, une génération après celle de la Chine, la perte de l'Iran en 1979, lors de la révolution islamique, a montré toutes les ambiguïtés de cette relation spéciale, qui était faite de convergences politiques évidentes, qui était faite de connivence, évidemment, dénoncée par les Iraniens, on y reviendra, mais qui était faite également de concurrence parce qu'elle était toujours subordonnée à l'intérêt et à la défense des intérêts nationaux, qui étaient parfois un petit peu divergents. Et encore une fois, l'actualité nous le démontre aujourd'hui. D'ailleurs, c'est encore aujourd'hui cette divergence qui permet à l'Iran de tirer un petit peu son épingle du jeu dans les rapports de puissance. C'est une manière pour l'Iran de conjurer des traumatismes séculaires, des ingérences étrangères qui ont été subies par la Perse dès le grand jeu jusqu'au XXe siècle. Alors après avoir renversé un régime impérial qui avait été porté à bout de bras par ses parrains occidentaux, la République islamique, née de la Révolution, s'est engagée dans ce qu'on appelle une politique de confrontation à l'encontre des États-Unis. Et c'est cette politique de confrontation qui a été réactualisée depuis la première administration Trump. Et ce qui me frappe, je vous l'ai dit, au spectacle de la crise actuelle, c'est la rémanence des ferments de tension qui couvent entre les deux pays dès leur sortie de la modernité, dès le développement de leurs relations au XIXe siècle. Il y a eu des convoitises économiques, il y a eu des velléités d'ingérence, il y a eu des controverses nucléaires dès les années 70, il y a la mise en avant de cette mémoire de la Révolution, il y a eu la guerre dans le Golfe, il y a eu des questions sur le contrôle du détroit, il y a eu la menace terroriste, il y a eu des accusations de duplicité diplomatique, autant de choses qui existent encore aujourd'hui comme par mémoire rémanente. Je défendrai donc ici la thèse de relations qui sont depuis l'origine et de plus en plus minées par la défiance et qui sont aussi tendues autour de traumatismes mutuellement toxiques. C'est cette méfiance et ce sont ces traumatismes qui conduisent encore aujourd'hui chacun à se poser au détriment de l'autre, à se penser même au détriment de l'autre. Et c'est ceci qui corrompt la confiance, qui est pourtant nécessaire à la restauration de base d'un dialogue sain auquel on pourrait aspirer peut-être aujourd'hui. Un rapide détour par l'historiographie, pardon, je reste historien, permet de quantifier la relation. Je me suis amusé avec de très gros guillemets, avec, je dois le dire, l'aide de catalogues de grandes universités et raisonnés par l'intelligence artificielle, à recenser l'ensemble des travaux qui traitaient des relations entre les États-Unis et l'Iran depuis l'origine, depuis le début de ce que l'on appelle des enquêtes historiques, historia, pour reprendre l'étymologie antique. Donc le décompte de ces différents ouvrages permet d'étalonner les soubresauts de cette relation entre les États-Unis et l'Iran au moment où ils se font sentir. C'est finalement une historiographie qui répond aux tensions de la relation bilatérale. Si on met de côté les premiers récits missionnaires des premiers Américains qui sont présents en Iran au XIXe siècle, je vous en parlerai tout à l'heure, les premiers travaux véritables datent de la fin du XIXe siècle. C'est la préhistoire d'une relation qui se développe de manière extrêmement progressive, de manière assez timide, jusqu'à l'entrée dans la guerre froide, date de la véritable entrée des Américains en Iran et de l'approfondissement de ces relations. En 1953, on y reviendra également, le Royaume-Uni et les États-Unis participent ainsi à un mouvement de révolte contre le Premier ministre de l'époque, le fameux coup d'État de Mordad 53, et ils accompagnent un renforcement du pouvoir impérial en Iran, celui du Shah,
C'est à ce moment-là que les relations entre les États-Unis et l'Iran s'accentuent. La rupture révolutionnaire de 1979, vous la voyez dans ce premier véritable pic historiographique, conduit donc à un premier sursaut académique. Ce sursaut académique aux États-Unis spécifiquement est en particulier tourné vers la rationalisation de ce qu'on appelait la perte de l'Iran et vers également la réflexion sur le traumatisme qui était constitué par la prise d'otage du personnel de l'ambassade américaine de Téhéran entre 1979 et 1981. Au cœur de cette révolution, à la fin du processus révolutionnaire, à partir de 1980, le déclenchement de la guerre entre l'Iran et l'Irak pose la question aux États-Unis de la déstabilisation de la région, mais également de la politique de confrontation mise en œuvre par le régime dans un contexte de diffusion croissante de la menace terroriste, ce qui suscite de nombreux travaux. Et puis enfin, depuis le début des années 2000, et en particulier depuis les années 2010, la centralité de la question nucléaire et des menaces constituées par la guerre hybride ajoute aux multiples ferments de tensions originelles. Cette centralité se traduit par une accélération de la réflexion académique jusque dans les think tanks au passage. En 2015, la signature du compromis nucléaire par l'administration Obama et en 2019, la dénonciation de cet accord par la première administration Trump n'a évidemment pas remis en question cet intérêt pour l'Iran aux États-Unis, jusqu'à aujourd'hui inclus. La quantité de travaux suit une courbe assez exponentielle. Alors dans ce paysage historiographique, vous l'avez compris, d'une densité assez croissante, on voit l'émergence d'une conflictualité de cette relation, conflictualité qui répond aux tensions régulières qu'elle suscite. Le politiste américain James Beall, je vous en ai parlé tout à l'heure, est le premier à avoir mis en avant la tragédie, voilà, il est là, la tragédie des relations entre les États-Unis et l'Iran. Son ouvrage date de 88 et sa thèse, assez intéressant, dit que l'échec américain en Iran est lié à la méconnaissance des dynamiques internes au régime. Ça n'a pas pris une ride 40 ans plus tard. Je vous laisse faire les liens avec l'actualité. Les analystes du coup d'État de 1953, qui concernent évidemment de près les États-Unis, parce qu'ils y ont participé, montrent la dimension nodale de cet événement dans une relation dont il est finalement le péché originel, régulièrement invoqué dans les mémoires iraniennes pour justifier cette politique de confrontation et pour dénoncer les turpitudes du grand Satan américain en Iran, ce grand Satan qui a remplacé au XXe siècle les turpitudes de la main anglaise qui était réputée être à l'œuvre en Iran pendant le grand jeu au XIXe siècle. La guerre Iran-Irak, dans les années 80, va progressivement transformer la rivalité politique en une hostilité structurelle qui devient durable. Un des ouvrages importants qui en traite, c'est le second que vous avez sur la diapositive, montre que c'est ici que véritablement les États-Unis et l'Iran deviennent ennemis durables, parce que cette inimitié s'enracine dans le positionnement des États-Unis durant ce conflit qui est assez peu connu, qui commence à le devenir davantage, ne serait-ce qu'à la faveur de l'actualité. Et puis donc la rémanence des menaces terroristes et nucléaires au début des années 2000 a remis en avant le casse-tête persan pour les Occidentaux. Le compromis de 2015, longuement négocié par l'administration Obama, finit par apporter des réponses à ce casse-tête persan et font perdre un ennemi aux États-Unis. C'est cet ouvrage de Trista Parsi, qui est l'un des grands observateurs de la politique iranienne aux États-Unis. Et parallèlement, une série de travaux, malgré cette réconciliation, ont réfléchi au poids de la mémoire dans cette relation bilatérale. Cette mémoire qui est régulièrement mise en avant par les Iraniens, qui est mise en avant depuis l'administration Obama par les Américains, ces mémoires qui ont tendance à entraver ce processus de normalisation auquel pourtant les Américains et certains Iraniens aspirent depuis la révolution islamique. On parle de fantôme de l'histoire, pour prendre le titre du 5e ouvrage, qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle John Limbert, qui au passage était un otage américain de 1979 à 1981, que j'ai eu le plaisir non pas de rencontrer, mais d'interroger d'un peu loin lors de ma thèse, et qui a beaucoup travaillé sur ces mémoires fantomatiques et spectrales des différents traumatismes qu'il y avait entre les deux pays.
Plus récemment, l'accroissement des tensions entre les États-Unis et l'Iran a catalysé une actualité éditoriale qui s'est montrée sensible à la fois aux divisions politiques internes à la République islamique et aux rivalités entre l'Iran et les États-Unis à l'échelle régionale, dans une réflexion visant à essayer de mieux comprendre ces réalités iraniennes afin de pouvoir penser à terme un processus de normalisation. Donc dans ce paysage très conflictuel, il sera d'autant plus étonnant de rappeler qu'à l'origine, les relations étaient basées sur la confiance et la fascination. Les pères fondateurs de la République américaine, dont on fête le 250e anniversaire cette année, regardaient les Perses avec fascination et en retour, les Perses considéraient les premiers avec confiance et avec respect. Dans l'Antiquité, si l'on reprend les grands textes, la défense des libertés des Grecs, donc ces occidentaux de l'ancien temps, avait fait de Cyrus, de Darius et de Xerxès les méchants d'une histoire ancienne qui était européocentrée. Mais déjà, les Perses d'Échille donnaient de ce qu'on appelait autrefois les barbares d'Orient, avec de gros guillemets, une image qui était loin d'être négative. Au-delà, l'interprétation biblique de ce Moyen-Orient avait entretenu une forme de dichotomie entre d'un côté la noblesse des Perses et de l'autre côté l'inhumanité des Ottomans. Et cette vision biblique du Moyen-Orient avait fait son voyage au-delà de l'Atlantique, du Royaume-Uni jusqu'aux États-Unis par l'intermédiaire de ses pères fondateurs. Dans un Moyen-Orient du coup en proie aux infidèles, les Américains voyaient la Perse à l'époque comme une civilisation qui était idyllique, qui était un peu moins musulmane, qui était un peu moins arabe et qui était un peu moins mauvaise. Cette fascination ancienne pour la Perse dans l'histoire de cette République américaine naissance, elle s'entend encore dans le souvenir des diplomates que j'ai pu avoir le plaisir et l'honneur d'interroger. C'est des diplomates en poste en Iran qui vous racontent qu'avant la Révolution, ils goûtaient toute la beauté, toute la sophistication d'un pays et d'une culture extrêmement ancienne qui avait tout de fascinant. Et c'est d'ailleurs cette image qui est encore en leur mémoire aujourd'hui, avec d'autant plus de dépit vis-à-vis de la révolution et du régime islamique qui a pu succéder à l'Empire persan. Alors, vous connaissez les outrances du président Trump, ces outrances apocalyptiques qui promettaient malheur à l'Iran si jamais il ne transigeait pas sur le processus des négociations. Eh bien, il est intéressant de se rappeler que face à ces outrances apocalyptiques, en fait, les premiers pas des Américains en Iran se sont faits sous l'égide de la mission religieuse, pour ainsi dire, dès le début du 19e siècle. On est en 1834, un révérend américain qui s'appelle Justin Perkins, il s'installe dans la ville d'Urmia, dans la province d'Azerbaïdjan, la province iranienne d'Azerbaïdjan, où il y a un foyer de minorité chrétienne d'origine assyrienne et arménienne. Et il va entreprendre de les convertir à l'évangélisme. La Perse, à l'époque, autorise cette entreprise missionnaire parce qu'elle le considère comme un levier de développement à l'occidental. Les missionnaires, vous le savez, ouvrent des écoles, diffusent un modèle éducatif et permettent aux populations locales de pouvoir prendre le chemin d'un développement occidental perçu comme positif. L'Iran, donc, à travers cette emprise missionnaire, passe progressivement sous l'influence des Américains qui, déjà, font face à la présence d'autres peuples et d'autres puissances, les Britanniques, en particulier au sud, et en compétition avec les missionnaires français lazaristes dans les régions. Parmi les missionnaires américains émerge une figure, celle d'Howard Baskerville. Vous l'avez en photographie représentée au centre de ce tapis, fabriqué par des tisserands de la ville de Tabriz en Iran, photographié donc en 1910. Baskerville est enseignant à une école américaine à Shiraz, donc, et il passe pour un héros américain à une époque où finalement les États-Unis ont peu de héros connus au-delà de leurs frontières, et en tout cas en Iran. Baskerville participe à un mouvement de révolte qui a lieu en Iran en 1907, ce qu'on appelle la révolution constitutionnaliste, qui réagissait à une volonté du Shah de l'époque, le Shah empereur en persan, d'instaurer une forme de pouvoir un peu plus autoritaire et personnel.
bien, ce mouvement de révolte, en particulier tournant autour des jeunesses étudiantes, va être soutenu par cette figure d'un missionnaire qui va perdre la vie pendant ces combats et qui va devenir, du coup, aux yeux des Persans, comme un martyr de leur cause. Une figure de modèle, finalement, qui va traverser les générations, qui va perdurer dans cet ouvrage pieusement constitué par les tisserands de la ville où il avait travaillé, ce qui donne une extrême bonne image des Américains à l'époque, pendant que les Britanniques et les Russes ont une image beaucoup plus ternie par leur volonté de partager la Perse en sphère d'influence. On est à la fin de ce grand jeu qui voit se confronter les impérialismes russes et britanniques dans la Perse impériale, mais on a encore cette figure du Britannique et du Russe extrêmement péjorative qui se voit concurrencée progressivement par la figure de ce héros américain. Cette mythologie d'Howard Baskerville, cependant, est à nuancer parce qu'elle dissimule une action américaine qui a tendance à être de moins en moins positive. En effet, ce travail missionnaire a de plus en plus affaibli la cohésion du pays en renforçant en son sein les éléments qui n'étaient pas musulmans d'abord. Et puis, elle dissimule aussi un sentiment assez répandu à Washington, dans les cercles politiques, selon lequel la Perse ne pourrait en fait connaître que le despotisme et que l'autocratie, une image qui encore est partiellement partagée de nos jours. Alors, c'est, je vous l'ai dit, à l'ombre de ces impérialismes et de ces ingérences russes et britanniques que se resserrent les liens entre la Perse et l'Amérique. Dans les années 1910, pour restructurer les finances de leur pays qui ont été douloureusement éprouvées par cette première révolution, les Persans ont fait appel à un avocat américain qui est un illustre inconnu, il s'appelle William Chester, et il se rend en Iran à titre privé, absolument pas sous le mandat du gouvernement des États-Unis. Chester est élu trésorier général de la Perse par le Parlement et il reçoit du coup pour mission de restaurer les finances de ce pays pour essayer d'endiguer des périodes de crise économique structurelle. Cependant, l'action de Chester a tendance à heurter les intérêts économiques des Britanniques et des Russes, qui conçoivent l'Iran comme une pièce maîtresse dans leur stratégie impériale. Et les Britanniques et les Russes réussissent à obtenir leur envoi. Chester rentre à Washington, il publie un mémoire qui raconte son action, qui critique énormément les ingérences et les appétits impériaux des Britanniques et des Russes. Et son mémoire a un titre assez intéressant dans les résonances qu'il peut avoir actuellement. Il s'intitule « L'étranglement de la Perse », je vous le traduis. Une histoire de diplomatie européenne et d'intrigues orientales qui a conduit à la dénationalisation de 12 millions de musulmans. Chester dénonce déjà l'usage de la finance dans un but d'ingérence, tel que le pratiquent à l'époque, encore une fois, les ennemis de l'Iran. Son action est un échec, pourtant les Iraniens vont à nouveau faire appel à un Américain, un financier cette fois. Il s'appelle Arthur Mills-Post, c'est l'auteur du second ouvrage que vous avez à l'écran. Il est appelé dans les années 20 avec la même mission, restaurer les finances d'un pays affaibli par la Révolution et affaibli par les appétits impériaux des Russes et des Britanniques. Il échoue à nouveau, mais il confirme à travers son action la bonne réputation que les Perses peuvent avoir des Américains. Je cite son ouvrage, au pluriel, les Perses, ils n'avaient aucune crainte que les Américains, sous couvert de concessions ou d'emprunts, veuillent interférer dans la politique d'un pays ou dominer son gouvernement. Les choses ont bien changé aujourd'hui. En 1942, il est à nouveau appelé, Mills-Post, pour restaurer les finances de la Perse. Il est cette fois appelé par les Britanniques et par les Soviétiques. L'Iran, en pleine Seconde Guerre mondiale, est pensé comme étant le pont de la victoire, destiné aux Américains à pouvoir acheminer de l'aide afin de permettre aux Soviétiques de soutenir l'offensive nazie et la bataille de Stalingrad. Donc, Mills-Post est appelé à travailler sur les finances du pays afin de faciliter l'acheminement de cette aide et la stabilisation de la Perse. Son action, pourtant, ne se heurte pas ici à l'hostilité des Britanniques et des Russes devenus soviétiques. Elle se heurte davantage à la réémergence du nationalisme iranien dans un contexte de convoitise de plus en plus avérée sur le pétrole, cette ressource que l'on connaît en Iran depuis le début du XXe siècle, qui est exploitée par les Britanniques, un petit peu par les Russes aussi, et sur lesquels lorgnent de plus en plus les États-Unis d'Amérique.
Mills-Pro rentre à Washington quelques années après son passage en Perse et il publie un article assez dépité dans le New York Times qui montre progressivement l'érosion de cette bonne image que les Américains pouvaient avoir de la Perse et qui montre de plus en plus la diffusion de ces préjugés que pouvaient avoir les Britanniques vis-à-vis des Persans à leur allié américain, à l'ancien héros américain qui était aux yeux des Persans les représentants des États-Unis. Je vous cite un extrait de son ouvrage parce que, encore une fois, il n'a pas pris une ride. Les classes qui gouvernent la Perse, politiciens professionnels, propriétaires fonciers, profiteurs et racketteurs politico-économiques, sont d'un égoïsme incurable, à courte vue, incompétents et corrompus. Il n'y va pas de main morte. Il publie ça dans New York Times, ce passage. Leur mauvaise gouvernance, leur manque de vraie représentativité ont perpétué l'instabilité intérieure tout en appelant et en justifiant l'intervention étrangère. On voit ici le basculement de cette image de la Perse, d'abord très méliorative, devenue de plus en plus condescendante aux yeux des Américains. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là que les États-Unis achèvent leur pénétration de ces marchés persans. La volonté de Donald Trump de conclure des deals lucratifs sur les décombres de la géopolitique, on a vu ça à Gaza, on verra peut-être ça en Iran dans les mois qui viennent, n'est en cela absolument pas nouvelle. La marine marchande américaine est présente dans le Golfe dès le début du XIXe siècle, mais à l'époque, les marchés locaux semblent peu adaptés au goût américain et le commerce britannique est prépondérant. L'essor du commerce américain vient progressivement concurrencer l'entrisme commercial britannique. Les Américains, ici, se positionnent en rivaux véritables et en critique de cette pratique britannique destinée à conserver la Perse comme une chasse gardée. Eux défendent la disparition des barrières commerciales et l'établissement des bases d'une libre concurrence, tradition somme toute très américaine. C'est après la Première Guerre mondiale que les Américains commencent à convoiter le pétrole persan qui est contrôlé depuis le début du XXe siècle par l'Angleterre, par le Royaume-Uni, dans le cadre de ce qu'on appelle l'Anglo-Persian Oil Company, la compagnie anglo-persane de pétrole. Plusieurs majors américaines commencent à lorgner sur ces ressources dont on perçoit l'extrême intérêt pour le développement des économies contemporaines. On a la Standard Oil Company of New Jersey qui essaie de négocier une concession dans le nord du pays, suivie par la Sinclair Oil, mais ils font face à une opposition assez ferme des Britanniques qui font totalement échouer les projets d'investissement américains. Le développement progressif de la présence américaine en Iran, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, accroît les rivalités entre les majors britanniques et les majors américaines. Et du coup, lorsque la Standard Vacuum essaie de rechercher une concession dans le nord du pays, après la guerre, la Royal Dutch Shell envoie 2 représentants pour prendre les Américains de court. On est dans une véritable lutte d'influence entre ses alliés, et on ne parle pas encore de relations spéciales à l'époque, pour essayer de récupérer la plus grosse part du gâteau persan. C'est encore une fois quelque chose qui résonne aujourd'hui. C'est le basculement dans la guerre froide, après la Seconde Guerre mondiale, qui engage les Américains à enraciner leur présence en Iran. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe une révolte à Tabriz, capitale de l'Azerbaïdjan iranien, là où avait œuvré Howard Baskerville au début du XXe siècle. Et cette révolte va inciter Staline à garder pied en Iran, où l'armée rouge avait été déployée dans le cadre de ce pont de la Victoire qui avait été développé pendant la Seconde Guerre mondiale. Staline, en fait, veut inciter la province à la sécession pour pouvoir récupérer le territoire qui était évidemment doté de ressources en pétrole, avec l'objectif de fonder une compagnie pétrolière persane et soviétique à la fois. La querelle est portée devant les jeunes Nations Unies qui voient dans cette crise d'Azerbaïdjan en fait le premier véritable problème international à traiter, et elle le traite de manière extrêmement satisfaisante. C'est suffisamment rare pour être signalé. Les Nations Unies appellent les 2 parties à retirer leurs troupes, et finalement les soviétiques finissent par accepter le retrait de leurs troupes. L'intégrité territoriale iranienne est sauve, et la conclusion de la crise conduit en revanche à une empreinte croissante des États-Unis dans la région. Les Américains avaient beaucoup fait pour mobiliser les Nations Unies
pour la défense des Iraniens dans le cadre de cette crise, pour les défendre contre les appétits impériaux et territoriaux soviétiques. C'est de là que date une forme de confiance de cet empire persan qui est sous la direction d'un jeune homme qui vient de succéder à son père pendant la guerre. Il s'appelle Mohammad Reza Shah Pahlavi. C'est le Shah qui va traverser toute la guerre froide jusqu'à la révolution de 1979 et ça va être l'un des principaux piliers de la stratégie américaine d'endiguement pendant la guerre froide. Dans ce contexte, donc, la volonté iranienne de nationaliser le pétrole va faire converger progressivement les intérêts américains et britanniques. À l'époque, en Iran, le Shah donc, exerçait l'autorité politique suprême, mais il y avait un Premier ministre qui s'appelait Mohammad Mossadegh, qui était à la tête de ce qu'on appelle un front national, c'est-à-dire un rassemblement, rien à voir avec le parti que vous connaissez peut-être, dont vous avez connu l'histoire il y a quelques générations. C'était un rassemblement de partis plutôt de gauche qui, se trouve-t-il, était allié avec les communistes iraniens, ceux du Parti des masses qu'on appelle les communistes du Tudeh. C'est pour les Américains, dans une période de développement de la bipolarisation du monde et des logiques de guerre froide, quelque chose d'extrêmement inquiétant. Et cette alliance du Premier ministre iranien avec les communistes va faire beaucoup pour convaincre les Américains de contribuer à l'éviction de cet homme qui, à part ça, avait pour ambition de nationaliser les ressources pétrolières iraniennes. Ce que les Britanniques refusent, dans la mesure où ils ont énormément d'intérêt à concevoir le contrôle de ce pétrole iranien qu'ils exploitaient de manière extrêmement impériale dans le cadre de marchés qui ne reversaient que très peu de bénéfices au pays. C'est également pour les Américains quelque chose d'inquiétant dans la mesure où ils développent de plus en plus une présence mondiale, une présence dans la région et où il regarde avec inquiétude des velléités de nationalisation de ressources énergétiques qui pourraient faire des émules dans la région. C'est dans ce cadre-là que les Américains sont convaincus par les Britanniques de contribuer, par l'intermédiaire de leurs services de renseignement, à un mouvement de révolte qui finit par venir à bout de ce Premier ministre, Mohammad Mossadegh, ce qu'on appelle le coup d'État de Mordad 1953. Ce moment, ce point nodal de la relation entre l'Iran et les États-Unis est considéré par les Iraniens comme un péché originel dans cette relation irano-américaine. C'est, aux yeux des nationalistes iraniens, le moment où le gentil américain bascule définitivement dans l'ingérence et dans la duplicité. Une ingérence, une duplicité qui finalement le met au rang de l'ancienne main anglaise qui avait œuvré en Iran durant le Grand Jeu. Alors, je ne vais pas revenir sur cette histoire du coup d'État qui est assez compliquée et qui est par ailleurs assez controversée, mais il est assez intéressant de mettre en lien avec la période actuelle pour des raisons que vous pouvez deviner. Je vous rappelle, en 2009, le discours que Barack Obama avait prononcé au Caire à l'adresse du monde musulman. C'est seulement en 2009 que les États-Unis ont reconnu officiellement avoir contribué, je cite Obama, à avoir joué un rôle dans le renversement d'un gouvernement iranien démocratiquement élu. C'est donc plus de 50 ans plus tard que les États-Unis le reconnaissent officiellement. Alors c'est un secret de polichinelle, tout le monde le savait. De nombreux travaux historiques avaient été produits, jusqu'aux États-Unis évidemment, sur le sujet, mais la chose n'est officiellement reconnue que plus de 50 ans plus tard, ce qui montre bien à quel point le moment a été un moment extrêmement critique de cette relation et un traumatisme assez toxique dans ce bilatéralisme. Ceci dit, le coup d'État, avec des guillemets, a été certes abondamment financé par les États-Unis, il a été soigneusement préparé, mais le rôle américain est partiellement fantasmé. L'intervention des services de renseignement américains et britanniques, en fait, elle a d'abord échoué au début des années 1953 à renverser le gouvernement Mossadegh, qui n'a fini que plusieurs mois plus tard, au mois d'août, à céder à la pression de la foule, une foule qui avait été attisée par des religieux chiites qui, figurez-vous, avaient été un petit peu financés par la CIA afin de mieux mobiliser les foules iraniennes. Alors, présenter à l'autorité politique à l'époque le coup d'État comme un succès opérationnel, c'était en fait un moyen pour la CIA de justifier le renforcement de son financement au début de la guerre froide. De même qu'aujourd'hui, on peut penser que revendiquer la décapitation des autorités islamiques sert à mieux dissimuler l'échec de mettre au pas un régime.
Il s'agit en outre, en 1953 comme en 2006, moins d'un changement de régime en fait que d'une recomposition de l'autorité étatique, qui à l'époque était placée sous l'influence de Washington, qui aujourd'hui n'est pas du tout évidente en Iran. L'expression régime change ou changement de régime, elle est évidemment inexistante dans le discours politique américain avant l'administration Obama. En revanche, elle est très présente en Iran dès les années 50 parce qu'elle est dénoncée en tant que telle par les nationalistes, ceux du Front National. Elle est dénoncée de plus en plus dans les années 70, juste avant la Révolution. Devinez par qui? Eh bien, par les révolutionnaires chiites, les mêmes que ceux qui avaient contribué à cette éviction de Mossadegh, afin peut-être, dans les années 70, de mieux faire oublier que les mollahs iraniens avaient contribué, avaient soutenu l'action des espions américains pour le renversement du gouvernement Mossadegh. Lever dans ce contexte, en juin 2025, la perspective d'un changement de régime ou appeler en janvier 2026 la population iranienne à prendre son destin en main, montre du coup une désinvolture assez cynique et pour plusieurs raisons. Non seulement comment le faire, comment se soulever quand on est sous le fracas des bombes larguées par les armées israéliennes et larguées par les américaines, et quand on est par ailleurs sous le regard de la milice d'un régime qui a été radicalisé par le conflit en cours. Mais ce discours de changement de régime qui a été réinvoqué par Donald Trump dès le 28 février et qui avait déjà été invoqué lors de la guerre des 12 jours, montre également son incompréhension de la manière dont ce discours pourrait être reçu en Iran auprès de la population qui se méfie encore aujourd'hui pas mal de ces ingérences étrangères, même si les Iraniens conçoivent l'action américaine comme possiblement favorable à l'affaiblissement de ce régime honni. En tout cas, c'est un discours qui est régulièrement instrumentalisé par le régime, qui se plaît à rappeler que les États-Unis avaient déjà œuvré à perturber les équilibres inter-iraniens, avaient déjà œuvré à s'ingérer dans les affaires intérieures iraniennes. Et on a assisté, lors des deux conflits, en juin et en février, à une résurgence de ce nationalisme iranien, justement, qui a permis aux autorités islamiques de tirer leur épingle du jeu et de faire oublier à quel point elles étaient impopulaires aux yeux de leur population en déplaçant l'inimitié vers le grand Satan américain et son laquais israélien. À l'époque, après ce coup d'État, l'empreinte américaine en Iran va s'accroître au point que le vilain américain a fini par remplacer la main anglaise dans l'imaginaire complotiste iranien. La CIA va contribuer à la mise en place de la SAVAK, l'Organisation nationale de renseignement et de sécurité. Elle va former ses officiers aux techniques de base du renseignement. L'objectif est à la fois de faire de l'Iran un pilier de la stratégie d'endiguement pour lutter contre la subversion communiste en Iran, mais également, ça va être une manière de lutter contre l'opposition au régime iranien, notamment à cette jeunesse nationaliste qui avait beaucoup ressenti l'érection de ce pouvoir impérial et autoritaire du Shah d'Iran. Le développement de l'industrie pétrolière, avec le soutien des majors britanniques et américaines en particulier, va sous-tendre la politique de modernisation économique menée par le Shah. Elle va financer le développement de l'agriculture, de l'éducation et de la santé. Cependant, dès les années 60, des voix vont commencer à s'élever pour déplorer l'américanisation d'une société confrontée de plus en plus à un mode de vie qui est réputé corrompre les mœurs iraniennes par les djinns, par l'alcool et par le cinéma, alors que finalement la majorité des Iraniens restent à la marge de la modernisation. Les Américains, les Britanniques qui vivent en Iran vivent en vase clos, dans des quartiers séparés, parfois sécurisés, dans le luxe, alors que la majorité des Iraniens vivent encore dans la pauvreté qui a certes changé par rapport à l'état dans lequel se trouvait le pays au début du XXe siècle, mais qui est encore en très fort décalage avec ses expatriés occidentaux. Et donc, c'est ainsi qu'en 1978, un jeune et fringant homme d'affaires nommé Donald Trump, vous le reconnaissez, il est à la droite de cette photographie, visite Téhéran avec le projet de développer dans le nord du pays un casino. Déjà, on pense à faire des affaires en Iran. On est dans le cadre d'un régime totalement stabilisé. On est dans le cadre d'un pays qui fascine. C'est un pays de tous les possibles. C'est un pays qui est ouvert à la modernisation. Et c'est un pays donc où l'on peut, dès cette époque, conclure des deals.
Et le problème, c'est que pendant ce temps-là, vous avez un homme qui s'appelle l'Ayatollah Khomeini. Il n'est pas si connu que cela. Il a fini par gravir les échelons des hiérarchies religieuses. Et cet homme va de plus en plus dénoncer les ingérences américaines en Iran, le pouvoir exorbitant de ces Américains expatriés en Iran et cette richesse opulente, insolente et contraire aux valeurs d'un islam que lui prétend incarner. Dans les années 60, une loi va être promulguée par le Parlement avec le soutien du Shah d'Iran qui va accorder ce qu'on appelle une immunité diplomatique aux soldats américains pour des délits qu'ils auraient commis sur le territoire iranien. L'ayatollah Khomeini critique ouvertement cette mesure qui est en fait pour lui un boulevard afin de critiquer à la fois le régime impérial iranien mais également son soutien et parrain américain. Il critique un texte qui place, je le cite, le peuple iranien sous l'esclavage américain parce que l'Amérique est le pays du dollar et parce que le gouvernement iranien a besoin de dollars. La loi passe, le Parlement la vote, la loi donne aux soldats américains un pouvoir et une immunité extraordinaire en Iran et l'année suivante, les États-Unis octroient un prêt de plusieurs milliards de dollars à l'Iran, donnant raison du coup à l'une des plus féroces critiques de ce régime, l'ayatollah Khomeini, qui va présider à la révolution islamique à la fin des années 70. Avant d'en venir à cette révolution, un petit retour par les années 70 pour rappeler que la crispation actuelle des États-Unis sur la question nucléaire fait oublier que ce sont en fait eux, les Américains, qui ont accompagné la nucléarisation de l'Iran à l'époque du Shah. Le Shah qui gouverne donc depuis 1953 voit dans le nucléaire un substitut au pétrole qu'il estime comme une denrée beaucoup trop rare pour être brûlée, beaucoup trop précieuse pour être brûlée. Le Shah voit également dans le nucléaire une manière de préserver l'indépendance de l'Iran qui a été dans son histoire, je vous l'ai dit, plusieurs fois menacée dans son intégrité territoriale. Dès l'origine, le programme nucléaire iranien, et c'est assez intéressant, est donc conçu comme un instrument de souveraineté nationale et comme un outil de construction de puissance. Ce qu'il est encore aujourd'hui, il n'y a rien de neuf à cela. Mais c'est également, et c'est très intéressant, une réponse à ce qu'on appelle la doctrine israélienne d'opacité stratégique. Le Shah apprend en 1952 la conclusion d'un accord la conclusion d'un projet de construction de laboratoire de sciences nucléaires entre les États-Unis et l'État d'Israël. Il réagit à cette nouvelle en demandant aux Américains de contribuer également au développement de leur programme nucléaire auquel il aspire. Et c'est chose faite l'année suivante. La coopération entre les États-Unis et l'Iran est lancée en 1957 par la conclusion d'un accord sur la recherche et les usages pacifiques, SIC, de l'énergie atomique. L'accord prévoit l'échange de technologies confidentielles et la livraison d'uranium enrichi à 235 en échantillons de laboratoire. Chose qui permet à l'Iran de commencer à développer une recherche nucléaire sous la forme d'un centre de recherche afin de pouvoir trouver un substitut à l'énergie pétrolière. Très vite, cependant, et c'est assez intéressant là encore, les appétits nucléaires iraniens commencent à se faire sentir et 2 ans plus tard, Téhéran réclame de Washington de l'uranium enrichi à 90%, bien au-delà du seuil nécessaire pour fabriquer de l'énergie, et du plutonium à fin de recherche, strictement. Cette requête est assez mal perçue à Washington, qui ne conçoit l'énergie nucléaire comme une manière simple, évidemment, de produire de l'énergie civile et qui sont très soucieux des risques de prolifération à l'échelle mondiale et en particulier dans la région. Eh bien, les Iraniens, que font-ils quand ils voient que les Américains traînent des pieds pour approfondir cette coopération? Ils se tournent tout simplement vers d'autres pays, en particulier la France et l'Allemagne, vous le savez sans doute. Des grands contrats sont signés par Jacques Chirac en 1974. Le Shah est reçu à l'Élysée par Valéry Giscard d'Estaing. Et la coopération entre la France et l'Iran dans le domaine nucléaire s'accroît considérablement. L'incertitude entretenue par le Shah sur les ambitions de son programme nucléaire et ses appétits de grandeur nucléaire suscitent néanmoins l'inquiétude des Américains. En 1974, le Shah est interrogé, au moment de cette signature des grands contrats avec la France, il est interrogé, le Shah, sur ses ambitions nucléaires. Et quand on lui demande s'il envisage et s'il ambitionne de constituer un arsenal nucléaire, donc un programme nucléaire militaire, il a cette phrase assez terrible:
de flou finalement qui inquiète beaucoup. Il dit, je le cite, « certainement et bien plus tôt qu'on ne le croit ». Ce qui inquiète beaucoup les services de renseignement américains déjà, qui commencent à réfléchir au fait que, et on a un rapport de la CIA qui le dit, si jamais le Shah est toujours au pouvoir dans les années 1980, et si jamais d'autres pays de la région développent un programme nucléaire, il est sûr que le Shah pourra disposer d'un programme nucléaire militaire dès les années 1980. Les Américains s'en inquiètent dès les années 1970, les Iraniens l'ambitionnent dès les années 1970, pardon, pas 1800, et les Iraniens l'ambitionnent d'autant plus que ce programme nucléaire est conçu dès l'origine comme un moyen de souveraineté et comme un levier de puissance. La coopération nucléaire entre la France et l'Iran est, vous le savez sans doute, interrompue par la révolution islamique. C'est le fameux scandale Eurodif, du nom de ce consortium qui avait été développé entre l'Iran et la France dans le cadre d'une usine dans le Tricastin en France. Et c'est à cause de cette interruption brutale de cette coopération nucléaire que les Iraniens, dès les années 1980 et aujourd'hui, veulent à tout prix conserver l'ensemble du cycle nucléaire sur leur territoire, parce qu'ils ne souhaitent pas être dépendants d'un pays étranger qui est partenaire un temps, mais qui peut être devenu rival, voire ennemi un autre temps, pour l'approvisionnement en minerais ou pour l'une des étapes de cet enrichissement nucléaire ou de ce retraitement du minerai utilisé. C'est la raison pour laquelle les Iraniens, dans le processus de négociation cette année, depuis en particulier l'année dernière, depuis l'hiver dernier, ont durablement refusé les propositions des États-Unis qui étaient celui de développer un programme nucléaire dans le cadre d'un consortium à l'échelle du Golfe arabo-persique, puisque les Iraniens voulaient maintenir leur programme nucléaire et que les Américains avaient promis que l'Iran n'aurait pas un programme d'enrichissement nucléaire sur leur propre territoire. Cet consortium, qui était sur le papier peut-être une bonne idée, a été refusé par les Iraniens pour ces raisons de méfiance vis-à-vis d'un cycle nucléaire qui n'était pas maîtrisé et qui avait conduit ce programme à péricliter dès les années 1980. Pour revenir à la Révolution, donc en 1979, c'est après une génération après le coup d'État de 1979, de 1953, pardon, le second véritable traumatisme de ces relations bilatérales. Et c'est pour les États-Unis le moment d'une perte de l'Iran que ni les armes ni les mots n'ont aujourd'hui réussi à conjurer, contrairement à ce que Trump annonçait il y a quelques mois. C'est d'abord pour les Iraniens un moment de déception critique. Ils avaient assisté à l'élection du président Jimmy Carter en 1976 comme de manière très intéressée. Les discours humanitaires de Carter, du candidat Carter, avaient incité à penser les Iraniens qu'ils allaient chercher à influencer le Shah dans le sens d'une libération du régime. Pourtant, très tôt, le parrain américain finit par se rapprocher du Shah iranien et à le concevoir comme un allié très important dans la région, trop important pour pouvoir chercher à l'influencer dans le sens d'une libéralisation. Et à la fin 1977, quand Carter est reçu au palais de Nirvaran à Téhéran, il fait allusion à l'Iran comme un îlot de stabilité dans une région les plus chaotiques du monde, et il rend hommage à cette gouvernance du Shah depuis 1953, alors que c'est un homme de plus en plus contesté. Une semaine plus tard, éclatent les premières émeutes qui finissent par aboutir à la révolution, renversant le Shah au début de l'année 1979. Le cycle déclenché par les frappes du 28 février cette année a confirmé le fait que la démocratisation du régime iranien et la protection de sa population n'avaient jamais strictement été la priorité de Washington, même si le point figurait encore à l'agenda américain des négociations après la sanglante semaine de répression qui a eu lieu au mois de janvier 2026. D'ailleurs, cette protection des populations existait déjà à l'agenda du dialogue entre Carter et le Shah à l'automne 1978, mais très vite, les choses ont fait que les États-Unis se sont rendus compte qu'il fallait soutenir à bout de bois ce régime parce que la perte de l'Iran dans une dialectique de guerre froide aux portes de l'Union soviétique aurait été quelque chose de très compliqué pour les États-Unis. C'est pourtant ce qui a lieu. Le Shah est porté à bout de bras par son parrain américain, mais le régime s'effondre au mois de janvier 1979 et le Shah quitte le pays pour un exil définitif. Il décédera plusieurs mois plus tard au Caire.
Et chose intéressante, cette révolution commence en février 1919 par une prise d'assaut à l'ambassade de Téhéran. C'est la première de ces deux prises d'assaut. Une prise d'assaut qui a lieu dans le cadre d'une journée qui est très vite maîtrisée. L'ambassade est très vite évacuée, les diplomates sont sains et saufs. Mais en tout cas, elle montre cette première anicroche entre les révolutionnaires iraniens et les diplomates américains, la diffusion croissante de cet anti-américanisme en Iran. On entend dans les rues de Téhéran des slogans prêtés mort au Shah et mort à l'Amérique. Les États-Unis essayent progressivement de normaliser leurs relations avec le nouveau régime, mais ces efforts font long feu. En novembre 1979, des étudiants islamistes qui se réclament de la ligne de l'imam Khomeini envahissent le domaine de l'ambassade des États-Unis à Téhéran et prennent en otage les 52 personnes qui s'y trouvent. C'est un moment de gros traumatisme à Washington. La nouvelle arrive en pleine nuit, Carter est réveillé, les télévisions sont évidemment sur le qui-vive, on ne comprend pas d'abord ce qu'il se passe. Très vite, les États-Unis essaient de reprendre la main dans les événements et ripostent par un volant de sanctions. Ils ne réussissent pas à les faire avaliser par l'ONU. Ils les imposent du coup de manière unilatérale et ils rompent leurs relations avec Téhéran. On est en avril 1980. Une tentative de libération des otages le même mois se solde par la mort de 8 soldats américains et d'un civil iranien. Et pendant ce temps-là, tous les soirs, la chaîne ABC raconte le traumatisme d'une Amérique prise en otage. C'est le titre d'un programme de la télévision américaine qui résonne beaucoup aux oreilles des spectateurs américains. Pendant ce temps-là, convaincus d'avoir démantelé un nid d'espions, les étudiants iraniens qui ont pris d'assaut l'ambassade sont en train de reconstituer les archives de l'ambassade et de l'antenne de la CIA qu'elle hébergeait. Et ils publient ces documents qui servent beaucoup aux historiens que nous sommes pour mieux dénoncer les ingérences des États-Unis en Iran et fonder leur discours de confrontation vis-à-vis du grand Satan américain. Cette prise d'otage est un coup d'éclat dans la Révolution. C'est aussi un moment central dans la relation entre les États-Unis et l'Iran. C'est enfin l'événement fondateur d'une république islamique qui est née fondamentalement du rejet et de l'humiliation du grand Satan américain. Il faut toujours garder ceci en tête lorsqu'on assiste aux négociations qui ont lieu entre les uns et les autres aujourd'hui. Ce régime est né fondamentalement dans ce moment-là de ces relations bilatérales et a prospéré sur la dénonciation de ce grand Satan américain. C'est des choses qui persistent lors de la dernière séquence de ce qu'on va étudier ce soir, parce que je vais m'arrêter à la fin des années 1980, ce qu'on appelle la guerre en Irak ou la première guerre du Golfe. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En septembre 1980, il y a des incidents de frontières qui éclatent entre l'Iran et l'Irak. En jeu, il y a à la fois la lutte pour la domination de la région entre ces deux pays. En toile de fond, il y a l'Irak qui est gouverné par un pouvoir sunnite et l'Iran qui est gouverné désormais par une république islamique chiite. Il y a aussi la volonté de conserver le bénéfice des gisements pétroliers situés aux frontières et le contrôle du fleuve qui trace la frontière, ce qu'on appelle le Tchète el-Arabe, qui permet d'accéder aux mers du golfe arabo-persique. L'Irak envahit l'Iran en septembre 1980, déclenchant du coup un conflit qui dure 8 ans, qui est extrêmement traumatisant, coûteux, à la fois financièrement, économiquement, évidemment humainement pour les deux pays, et qui montre pour la République islamique un certain nombre d'enjeux qui ont encore beaucoup d'actualité aujourd'hui. D'abord, c'est un baptême du feu pour le nouveau régime iranien qui connaît dans ce conflit à la fois un moment de gloire, de grâce et de traumatisme qui aurait très bien pu en venir à bout. Les gardiens de la Révolution, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, avaient été fondés en 1979 parce que l'ayatollah Khomeini avait une profonde défiance vis-à-vis de l'armée traditionnelle iranienne qu'il estimait acquise aux intérêts du Shah. L'objectif est de défendre la révolution à l'intérieur du pays, mais également à l'extérieur, à l'échelle de la région. Eh bien, ces gardiens de la révolution vont considérablement prospérer durant le conflit. Ils deviennent une force armée à part entière à la faveur de la guerre Iran-Irak. Ils vont payer le prix du sang qui va considérablement marquer des générations de gardiens jusqu'à aujourd'hui et qui vont conditionner leur vision du monde extrêmement radicale dans la confrontation et en particulier à l'encontre des soutiens de Saddam Hussein, notamment, devinez qui, les États-Unis.
Ces gardiens sont par ailleurs encore aujourd'hui un vivier de dirigeants qui, à partir des années 1990, président aux destinées du régime. L'ayatollah Khamenei, qui d'ailleurs n'était pas techniquement un ayatollah, l'ancien guide suprême, était à l'époque président de la République islamique. Il est devenu guide suprême à la mort de l'ayatollah Khomeini en 1989. Eh bien, Khamenei, président à l'époque, que je vous ai montré en photographie en train de faire une tournée sur le front, bâtissait de très étroits liens avec le corps des gardiens de la Révolution pendant le conflit, ce qui va expliquer à quel point les gardiens vont devenir puissants à partir de 1989. Son fils et son successeur, donc aujourd'hui Mojtaba, a dirigé au début des années 2000 la milice des Bassidji, qui est une force paramilitaire qui dépend du corps des gardiens de la Révolution et qui va contribuer à renforcer le pouvoir du président Mahmoud Ahmadinejad, dont vous avez peut-être entendu parler au début des années 2000, qui a remporté une élection extrêmement controversée, donnant lieu à un mouvement de révolte populaire, en particulier étudiante de la jeunesse, en 2009. Eh bien, Mahmoud Ahmadinejad était lui aussi un ancien gardien. On a donc une force croissante de ce corps des gardiens de la Révolution qui émerge dans ce conflit contre l'Irak dès les années 1980, qui en cela est extrêmement important pour comprendre l'enracinement de cette République islamique. Aujourd'hui, du coup, la décapitation des autorités politiques et militaires iraniennes par les frappes engagées le 28 février et les incertitudes qui pèsent sur l'état de santé du guide font des gardiens de la Révolution les acteurs les plus influents en Iran. Et le régime sort de cette guerre en cours, certes militairement affaibli, mais en fait techniquement radicalisé parce que le pouvoir, je vous l'ai dit, est de plus en plus aux mains de ses gardiens. La guerre Iran-Irak enracine aussi durablement en Iran une méfiance envers les institutions internationales et envers les grandes puissances. Vous reconnaissez peut-être à l'écran Donald Rumsfeld, il était à l'époque envoyé spécial du président Reagan au Moyen-Orient, lors d'une poignée de main tournée par la télévision irakienne, les images ont été reprises par CNN, à Bagdad en 1983 avec le Raïs irakien Saddam Hussein. C'est le moment d'un rapprochement extrêmement pragmatique entre les États-Unis et l'Irak, qui sont en lutte contre ce qui est un ennemi commun, à savoir l'Iran islamique. À l'origine, dès 1980, les Iraniens ont douloureusement ressenti que l'agression irakienne du mois de septembre, qui a entamé le conflit, n'ait absolument pas été condamnée ni sanctionnée par l'Organisation des Nations Unies. En cela, les efforts de médiation du secrétaire général, et pourtant ils ont été longs, compliqués et extrêmement soucieux, les propositions irakiennes de cesser le feu assez rapidement, quand les Irakiens commencent à perdre le rapport de force, sont balayées d'un revers de main par les Iraniens qui, jusqu'en 1988, cherchent à faire reconnaître que le conflit a été provoqué par les Irakiens, ce qui, au passage, n'obtiennent jamais. Les Américains, de leur côté, officiellement neutres, s'engagent de plus en plus à partir de 1983 dans ce qu'ils appellent un tilt towards Iraq, donc une préférence irakienne, on dirait en français. Ils resserrent leurs relations avec Bagdad, ils retirent l'Irak de la lutte des soutiens du terrorisme international et ils désapprouvent très mollement l'usage par Saddam Hussein des armes chimiques contre les militaires et contre les civils iraniens. Le conflit fait ainsi le jeu de la propagande du régime qui crie à la collusion entre le grand Satan américain et l'agresseur iranien, sous le regard sidéré des pays de la région et sous le regard souvent satisfait de la communauté internationale. On prête à Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain, une phrase selon laquelle il était regrettable qu'il ne pouvait à l'époque y avoir qu'un seul vaincu dans la guerre entre l'Iran et l'Irak. C'est assez intéressant à entendre en lien avec cette phrase du chancelier allemand Merz qui, 40 ans plus tard, saluait le sale boulot que les Israéliens étaient en train de faire en Iran pour toute la communauté internationale. Ce sont des choses qui résonnent de manière assez douloureuse aux oreilles iraniennes et qui expliquent leur défiance vis-à-vis des institutions internationales. La guerre Iran-Irak démontre en outre l'importance assez persistante de la question pétrolière dans les relations entre les États-Unis et l'Iran. La guerre conduit d'abord à un second choc pétrolier. Entre 1979 et 1981, le prix du baril multiplié par 2,7. Pourquoi ? Parce que l'Irak commence assez rapidement à frapper des installations pétrolières iraniennes. Deux vidéos sur la fameuse île de Karg, une petite île d'environ 25 km² située à une vingtaine de kilomètres des côtes iraniennes, qui est déjà à l'époque, les services de renseignement américains, vous avez un rapport de 1982 qui en
qui en atteste, qui est une île vitale pour les exportations pétrolières iraniennes. L'objectif irakien est très clair. Il s'agit de faire peser sur les Iraniens le coût de cette destruction-là pour les forcer à transiger et pour les forcer à négocier. Alors, en menaçant au mois de mars 2026 de détruire l'île en cas d'échec des négociations, Donald Trump renoue également non seulement avec cette pratique des Irakiens, mais également avec une menace qu'il avait proférée à la fin des années 80 dans la presse britannique. Je le cite, écoutez-le, c'est assez intéressant. « Une seule balle tirée sur l'un de nos hommes ou sur l'un de nos navires et je mènerai une attaque dévastatrice contre l'île de Karg. I'll do a number on Karg Island. J'irai et je la prendrai. » La phrase n'a pas pris une ride. Les services de renseignement américains ont montré, je vous l'ai dit, l'importance de cette île dès cette époque-là, et aujourd'hui encore, jusqu'à la guerre de 2026, 90% du pétrole iranien qui était exporté, en particulier vers la Chine, passait par Karg. Dernier point, la guerre entre l'Iran et l'Irak révèle la centralité du détroit d'Ormuz dans la stratégie des Iraniens et dans les préoccupations des Occidentaux. Les frappes irakiennes visent également les navires qui transitent par le Golfe. L'objectif est alors pour l'Irak de pousser l'Iran à fermer le détroit d'Ormuz afin de mieux inciter les Occidentaux à s'engager dans le conflit du côté des Irakiens. L'Iran va très rapidement riposter. Les Iraniens vont attaquer les navires des alliés de l'Irak, en particulier les navires du Koweït et les navires de l'Arabie saoudite. On dénombre à peu près sur la totalité du conflit 283 attaques irakiennes contre 168 iraniennes, des attaques qui sont croissantes et qui sont entamées avec une bonne année d'avance par les Irakiens. C'est ce qu'on appelle la guerre des tankers, et c'est cette guerre des tankers qui incite les Occidentaux à intervenir pour assurer la sécurité du trafic maritime. La France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, la Belgique et même les Pays-Bas vont dépêcher des navires dans l'océan Indien pour assurer la liberté de navigation dans les eaux internationales. Le Royaume-Uni va déployer la patrouille Armia en mer d'Arabie et dans le détroit d'Ormuz. La France va déployer un important dispositif autour du porte-avions Clemenceau. Et pendant ce temps-là, les États-Unis vont accepter, mais du bout des lèvres, de faire passer sous pavillon américain 11 navires koweïtiens pour leur accorder la protection de leur marine. Pendant ce temps-là, Donald Trump il va exprimer déjà son hostilité à une intervention des États-Unis dans le détroit. Il va débourser $94 000, alors ce serait 3 fois plus aujourd'hui, pour s'offrir une tribune dans 3 quotidiens britanniques, où il va déplorer déjà, je le cite, que l'US Navy protège des navires qui ne nous appartiennent pas, qui transportent du pétrole dont nous n'avons pas besoin et qui est destiné à des alliés qui ne nous aideront pas. Encore une fois, la phrase n'a pas beaucoup pris une ride, ce qui a conduit, c'est dans cet article, puis dans le Guardian, ce qui a conduit d'ailleurs à Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, à rappeler l'extrême constance de Donald Trump dans ses déclarations sur l'Iran, peut-être pour dissimuler les autres inconstances dont il a pu faire preuve par hasard. Alors pour finir rapidement, j'aurais d'autres choses à vous dire, mais bon, je vois que le temps tourne et je voudrais laisser des temps aux questions. Je voudrais vous revenir sur ce que Trump a voulu faire de mieux que cette administration Obama qui l'a voué aux gémonies lors de sa campagne, avant son accès au pouvoir lors de sa première administration. Je vous évoquais le discours du Caire d'Obama en 2009, dans lequel il reconnaissait l'intervention des États-Unis dans les affaires iraniennes dans les années 50. Il y a une phrase assez intéressante d'ailleurs qui résonnait de très près avec la phrase d'un diplomate américain que j'ai cité à la fin de ma thèse, qui essayait de réfléchir à la manière dont on pouvait penser à une normalisation des relations entre les États-Unis et l'Iran 40 ans après la révolution islamique. Obama a dit dans ce discours qu'il serait difficile de surmonter des décennies de méfiance entre les États-Unis et l'Iran, mais il a dit vouloir s'y atteler avec, je le cite, courage, avec droiture et avec détermination. Il a fait valoir que l'Iran avait des torts, comme la prise d'otage des diplomates américains à Téhéran à l'issue de la révolution islamique. Et il dit, je le cite encore, « Nos deux pays auront beaucoup de questions à discuter et nous sommes disposés à aller de l'avant sans conditions préalables en nous fondant sur le respect mutuel. »
6 ans plus tard, cette ouverture diplomatique a abouti, au terme d'un laborieux processus de négociation, à la conclusion de ce qu'on appelait le compromis de Vienne, ou JCPOA en américain, qui plaçait pour 10 ans la nucléarisation de l'Iran sous contrôle, dans le volant simplement civil et pacifique, et qui a permis la réintégration du pays au circuit de l'économie mondiale. L'accord n'était pas global, il ne traitait pas des fameuses questions balistiques, terroristes et régionales. L'accord était limité dans le temps, il avait été conclu pour 10 ans, il arrivait donc à expiration en 2025, mais il sortait l'Iran de l'axe du mal dans lequel l'administration Bush l'avait placé à la suite des attentats du 11 septembre. Il ôtait aussi au corps des gardiens de la Révolution le bénéfice économique du marché noir qui prospérait sous les régimes des sanctions qui avaient été annulées par ce compromis. Et enfin, il offrait, c'est important à rappeler quand même, à la jeunesse iranienne les voies d'une libération à laquelle elle aspire encore aujourd'hui. En voulant faire beaucoup plus, Donald Trump n'a finalement pas fait beaucoup mieux. Lui qui avait voulu conjurer la tragédie des relations entre les États-Unis et l'Iran, n'a fait finalement que l'approfondir. Parmi les connaisseurs du pays, même les opposants les plus affirmés à sa nucléarisation ont d'ailleurs élevé leur voix pour désapprouver cette méthode et ces outrances qui n'a fait, aujourd'hui, on s'en rend compte, qu'à aboutir à la radicalisation d'un régime qu'il prétendait changer pour le mieux. La dénonciation du compromis de Vienne en 2018 a conduit au rétablissement des sanctions qui ont donc renforcé l'emprise des gardiens de la Révolution sur l'économie et sur la société iranienne. La nervosité présomptueuse du président du deal n'a pas réussi à venir à bout de l'habileté des Iraniens à tirer leur épingle du jeu de la négociation, car ce sont de très très habiles négociateurs, les Iraniens, il faut le savoir, l'histoire le prouve. Et son aventurisme militaire a finalement fait seulement le jeu d'un État d'Israël qui sort pour l'heure seul vainqueur de la crise en cours. Plus encore, sa méconnaissance des équilibres institutionnels du régime n'a pas conduit à le changer, sinon en pire. Et les contraintes de son calendrier électoral, ainsi que les coûts de ce conflit qui pèse sur le contribuable américain une année des midterms, l'a conduit à aborder un processus de négociation et une reprise du dialogue en position plutôt affaiblie. Vous disiez, Gildas, qu'il avait déclaré aujourd'hui que les Iraniens étaient très pressés d'ouvrir le détroit d'Ormuz. C'est très probablement une version trumpienne de l'histoire. L'exigence des revendications américaines lors des différents épisodes tout récents qui ont rythmé ce cessez-le-feu dissimulent mal finalement que les Iraniens sont en possession de force. La preuve, ils n'ont pas présenté de négociateurs au dernier round de négociation qui était prévu la semaine dernière. Alors, si vous me permettez une petite pirouette pour finir, en retour par l'histoire, au début du XXe siècle, il y avait un président américain qui s'appelait Theodore Roosevelt, qui consacrait les États-Unis comme gendarme du continent latino-américain par ce qu'on appelait la doctrine du gourdin. Je le cite, « Parle doucement, porte un gros bâton et tu iras loin ». Eh bien, parce qu'il parle très fort et armé d'un bâton qui visiblement n'est pas le bon, le président du deal aura donc ruiné en Iran beaucoup plus que son image. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi, ça n'est pas peu dire. Je vous remercie.